C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode estival avant le temps d'une tasse de tech, la balado techno par excellence pour quiconque s'intéresse au balado et au techno. Parce que je pense qu'on peut dire qu'on est des vétérans. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, M. McKenna. Et là, tu as raison, je crois, de nous parler de la météo parce que tu es dehors dans ta cour. Ouais, j'ai l'expérience, j'ai la vie à plein, là. Ouais, oui, absolument. parce que je suis fâché parce que tu es souvent dans des destinations exotiques et moi à la maison. J'aurais pu être à l'extérieur moi aussi, mais en ville, moi je suis en plein cœur du plateau Mont-Royal. C'est pas très évident de faire une balado sur mon balcon. Toi, je te vois avec les branches en arrière. Ouais, ben là, ça, c'est en fait, c'est le défi des banlieusards en 2023, c'est que les chevreuils ont toutes mangé la haie où je me trouve en ce moment. Donc, T'es-tu sérieux? c'est beaucoup moins joli que ça l'était l'année passée. Écoute, j'allais faire une blague de chevreuil qui va passer en arrière, mais toi, ça pourrait être c'est déjà fait. C'est déjà réglé, effectivement. Je vais élargir un peu le plan. Je suis sur une terrasse ici à l'extérieur, en style outdooring, comme on dit en bon français de France, parce qu'on va vous présenter plus tard des accessoires très... C'est sûr qu'il y a un petit élément techno de rien du tout là-dedans, là, mais essentiellement, c'est des accessoires de cuisine de barbecue, de cuisson à l'extérieur. Je parlais cette semaine avec les gens d'Uber Eats, et ainsi de suite. Puis eux, ce qu'ils voient, c'est une croissance dans l'achat d'aliments d'épicerie plutôt que dans la livraison de restaurants. Et je pense qu'il y a de plus en plus une demande envers les accessoires pour faire à manger à la maison. Et ça tombe bien parce que les fabricants de ces produits-là commencent à s'intéresser à cette demande du côté plus grand public, peut-être qu'avant d'avoir des appareils spécialisés pour l'extérieur ou pour la maison. Mais comme il fait chaud, on a dit on va faire la version extérieure de ça. Je pense que tu as aussi, toi aussi, des accessoires dans ce sens-là, Pascal. Ben oui, 3 petits accessoires rigolos, dont un barbecue électrique. T'en as un, toi aussi, je crois. Et je trouve que, écoute, quand on parle d'appareils techno, c'est pas nécessairement de la technologie qui se branche dans un port USB. Des fois, juste de la technologie qui nous simplifie la vie. Et j'ai le barbecue électrique Shark Woodfire qui donne un goût de fumée aux aliments sans être alimenté par du charbon de bois ou du gaz. C'est des petites... En tout cas, j'en donnerai plus de détails, mais tantôt. Sérieusement, j'ai été super impressionné par les résultats. On va parler de nos partenaires en 2023, TELUS, Plan Hub, Jura, qui nous fait du délicieux café, et CyberGhost, nouveau partenaire. Bonjour CyberGhost. Si vous aimez le café, oui, ils sont de retour. Si vous aimez le café, vous allez aimer la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou non de votre choix avec du lait ou non, avec un seul bouton, une boisson, un cappuccino, un latte, un seul bouton, pas besoin de mousser le lait séparément. Il y a un affichage super simple qui vous permet de choisir la boisson de votre choix avec la bonne quantité d'eau, de lait et de café. Le nettoyage est facile, vraiment le fun. Allez jeter un coup d'œil sur leur salle de montre, Edica, sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Vous allez pouvoir tout essayer, les machines, les finis. Prenez pas du café avant, vous allez exploser en sortant. Ils vont certainement vous en faire goûter. Je dirais ceci, il existe aussi des recettes de café froid qui peuvent être faites avec une machine comme la Jura. Comme il fait 33 en ce moment, je pense que c'est pertinent de le dire. Oui. Effectivement, il y a des façons de se rafraîchir. On remercie aussi, tu l'as dit, Plan Hub et TELUS. Plan Hub, en passant, qui peut vous aider. C'est le bon temps, là, parce que le mois de juin, c'est le meilleur moment pour remagasiner ces appareils électroniques parce que c'est le moment où les gens achètent le moins, dépensent le moins traditionnellement de ce genre d'appareil-là. Donc, souvent, les spéciaux et les forfaits rabais apparaissent en juin. Donc, allez sur Plan Hub, comparez vos forfaits, puis vérifiez s'il y a peut-être des bons deals à avoir en ce moment dans la téléphonie, l'Internet, ce genre de choses. Oui, comparer, vérifier. Puis toi, tu veux nous parler, encore une fois, tu es sur ta terrasse cette semaine, mais la semaine prochaine, tu risques d'être ailleurs. Ben, en fait, on va en entendre parler beaucoup dans les prochaines semaines, puis d'ailleurs, ça fait partie un peu des actualités, mais on va revenir sur la question de réalité virtuelle, parce que la semaine prochaine, semble-t-il qu'Apple pourrait dévoiler son fameux casque de réalité virtuelle et cet environnement qui pourrait, dit-on, donner un deuxième souffle à ce que Meta ou Facebook appelait le métavers. On en a parlé il y a 2 semaines, en fait, au dernier épisode de Tasse de Tech, on en parlait de comment peut-être la notion de Facebook, de cet environnement de réalité virtuelle ou immersif-là, a peut-être un peu fait son temps. En tout cas, Facebook et Meta, pour le dire comme ça, ont arrêté un peu d'en parler. Mais nous, la semaine prochaine, on va être à Cupertino pour le dévoilement de cette possible nouvelle offensive de réalité virtuelle chez Apple, ou en tout cas à tout le reste, parce que la semaine prochaine, c'est la conférence des développeurs, le WWDC,
qu'Apple tient à chaque année au début juin. Donc, on sera sur place et on pourra faire un podcast en direct de là-bas, comme on l'a fait, je pense, dans les dernières années, de toute façon, Pascal. Écoute, tu dis on, mais c'est pas un on inclusif, Alain. Tu vas y être en personne, je vais y être de cœur avec toi dans tes bagages. Et si tu veux, écoute, je vais en parler tout de suite parce Oui. que on parle de la réalité virtuelle avec Apple, mais Facebook, hier, les petits coquins, ont dévoilé un nouveau casque de réalité virtuelle, le Quest 3. On sait que le Quest 2 a été augmenté de prix récemment. On parle de 529 pour le Quest 2. Le Quest 3 va coûter 500 $ américains, soit environ 670 $ américains. On a déjà dévoilé Canadien. ça. On a déjà dévoilé dans un message Instagram. C'est très drôle comment les communiqués de presse, là, on fait plus ça. On met sur Instagram, on met sur Twitter. Le casque Quest 3 serait 40% plus mince, plus confortable, de meilleurs écrans, de meilleure résolution, une puce 2 fois plus performante pour un meilleur rendu graphique. Et surtout, on va pouvoir voir au travers de ces lunettes en couleur pour voir autour de soi sans enlever ses lunettes. Ça avait été annoncé l'année passée qu'on arriverait avec ce casque-là là, cet été, effectivement. Exactement. Donc, ça donne la perspective qu'on va pouvoir avoir des expériences de réalité augmentée avec les Quest 3 de Meta. Et c'est assez fantastique puisque normalement, on dévoile le prix de ces gadgets-là à la toute dernière minute. Ils vont être offerts, les lunettes vont être offertes, le Quest 3, ça va être offert uniquement le 27 septembre. On va voir les détails finaux le 27 septembre. C'est pas demain, là. Dans la conférence des développeurs de Meta. Oui. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Apple pourrait dévoiler, et je ne sais pas si tu as entendu parler des rumeurs du prix du casque. Mais certainement. D'Apple. Moi, j'ai entendu autour de 3000. J'ai lu au moins 2200 américains, donc oui, ça fait 3000 Canadiens. 3000 Canadiens. Et ça pourrait être aussi pas mal plus cher que ça. On ne sait pas parce que, évidemment, je parlais avec il y a des gens à Montréal qui ont travaillé chez Apple sur ce produit-là. Et ce qu'on nous disait, c'est qu'on ciblerait d'abord un marché très select, plus limité. Il est probable que le casque ne soit vendu qu'aux États-Unis dans certains marchés, comme Apple l'a déjà fait avec les premières générations de produits. Pensons au iPhone. Oui. Pour justement mettre en place un marché, un modèle, créer une espèce d'engouement et ensuite d'élargir avec quelque chose de plus... parce qu'évidemment, le prix, c'est un moyen de limiter l'accès des produits en mettant un prix très élevé. C'est pas juste une façon de dire « Oh, nous sommes une marque de luxe », c'est une façon de dire aussi « Nous ne voulons pas que tout le monde se précipite ». Parce qu'il n'y a peut-être pas le killer app encore. Et c'est ça qui va faire la différence. On va poursuivre avec les actualités, Pascal, si tu me permets. Mais juste avant, je vais quand même dire quelque chose d'assez important. C'est que le segment actualité d'une tasse de tech est présenté par InfoBref. Pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin, écoutez la balado InfoBref Affaires. C'est comme nous, mais en plus court. C'est ça que je veux dire. Bulletin de nouvelles résume chaque jour l'actualité des affaires. Cherchez InfoBref Affaires dans votre application de balado. Trouvez-le sur infobref.com où il y a aussi du contenu techno parce qu'on fait une chronique par semaine techno et j'ai le bonheur de la rédiger à chaque semaine. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant qui s'ajoute à ce qu'on fait ici en plus à une tasse de tech. Donc, n'hésitez pas. Partout, Alain. Ouais. Écoute, on parlait de Meta. Parlons-en encore un peu plus parce que là, bon, on voit Twitter. Mon Dieu, ça va pas bien chez Twitter. Quand on regarde les données plus d'entreprises, on voit une baisse de l'utilisation, une baisse de la valeur depuis l'entrée en scène de Twitter Blue, version 2.0. Et là, Meta se lance aussi dans ce projet-là de certifier ses utilisateurs. Oui, je trouve ça très, très drôle parce qu'on a annoncé qu'on pouvait avoir un badge vérifié, un peu comme celui de Twitter. C'est un badge vérifié qui va confirmer sur Facebook et Instagram qu'on est bien qui on dit qu'on est, que je suis Pascal Forgette, que mon compte a été authentifié avec une pièce d'identité délivrée par un gouvernement. On pouvait déjà faire ça gratuitement. Moi, je l'ai déjà authentifié mon compte Facebook et Instagram. On offre maintenant de le faire pour un montant d'argent. En échange de cette somme d'argent, je garde le punch un peu plus loin, on va offrir aussi une protection accrue contre l'usurpation d'identité grâce à une protection, une surveillance du compte proactive pour déceler les éventuels usurpateurs. En même temps, si c'est ta carte de crédit, hein, si c'est toi qui paies, j'assume que ça va être facile de dire « Hey, c'est moi qui paie, redonnez-moi mon accès ». Ça va donner aussi de l'aide par des vrais humains pour régler les problèmes de son compte et des fonctionnalités exclusives qui va permettre de s'exprimer de sa propre façon, aussi unique qu'elle soit. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça. Ben oui. Des couleurs spécifiques, je ne sais pas, des fonds d'écran, des trucs comme ça. La question, c'est combien ça va coûter cette authentification Facebook, obtenir ce badge vérifié payant sur Facebook. Ça va être 15,99 $ par mois si on paie en ligne sur Internet, 15,99 $
par mois. Moi, je pensais que c'était par année, là. J'ai sursauté. C'est beaucoup Et d'argent quand même, ben oui. ben oui, et si on le fait en ligne, c'est 19,99 par mois sur iOS et Android. Et là, j'ai Mais trouvé ça drôle. on paye et on a quand même cette espèce d'avalanche de publicité qu'on a tout le temps. Là. Ça n'enlève pas cette partie-là de l'affaire. Là. Exactement, c'est fait juste Wow! vérifier notre compte et nous donner du support à la clientèle. Si dans les services, les fonctionnalités exclusives, on enlève les pubs et des trucs comme ça peut commencer à être intéressant, mais qui va vouloir payer 15,99 par mois Mais pour les avoir son créateurs de compte comme contenu, ça? Pascal! Les créateurs de contenu qui rentabilisent leur compte. Et là, c'est très drôle parce qu'on parle de 15,99 par mois en ligne. On sait que Twitter, c'est 10 par mois. C'est pour s'authentifier. Ouais. Fait que Elon Musk n'était pas si fou que ça. La bonne nouvelle, encore une fois, pour ceux qui ont déjà été vérifiés gratuitement comme moi sur Facebook et Instagram, il n'y aura pas de changement pour l'instant. Ah! Bien ça. J'aime bien le pour l'instant. Ben Parce oui, qu'au ben là, c'est début, sûr. Ils vont voir si c'est à une certaine popularité ou comment ça va, puis ils vont décider ensuite s'ils continuent ou pas. et voilà. Fait que Bon j'ai point. bien hâte de voir. Et j'ai bien hâte de voir aussi l'avalanche de messages qui vont circuler sur Facebook, qui vont dire Hey, pour pas payer, il faut que tu envoies ton message à 10 personnes, il faut que tu publies Ah oui! ceci. L'arnaque qui circule, on la voit souvent C'est encore. vrai. Donc, comme on parle de faire payer, le Facebook de base va rester gratuit. C'est simplement pour avoir le badge vérifié et des Et si fonctionnalités vous recevez une supplémentaires qu'on URL va par pouvoir payer. Messenger ou Instagram qui vous dit cliquez ici pour vous certifier automatiquement, ne cliquez pas ici. C'est un faux lien. On le sait, c'est C'est comme pas ça que ça bon, c'est fonctionne. mal. Effectivement. Ah, mais écoute, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent avec Nvidia. Hey, écoute, ça se Peut-être peut. qu'il n'y aura pas de mal. Peut-être qu'il n'y aura pas de mal à payer pour s'authentifier sur Facebook ou Instagram. Oui, parce qu'il faut parler d'NVIDIA et merci pour l'élégante transition, Pascal. Il s'est passé ça cette semaine. NVIDIA est sur toutes les lèvres, en tout cas sur celle de bien des investisseurs, des spéculateurs et des amateurs de techno, parce que je lisais cette semaine un rapport sur ça. On parle souvent des GAFA, des GAFAM, en anglais les FANG, Facebook, Amazon, Netflix, Google. Des fois, on exclut Microsoft, des fois, on n'inclut pas Microsoft, des fois, on inclut Apple, Amazon, Netflix. Enfin bref, ce groupe de techno-là, de géants techno, est éclaté en ce moment comme jamais. Et là, ce qu'on semble dire, c'est qu'il faut inclure de plus en plus NVIDIA dans cette conversation-là parce que Mhm. c'est un fabricant, on le sait, un fabricant de composants à l'origine de cartes graphiques, donc de quelque chose assez niché qui permettait de brancher un écran dans un ordinateur, mais de façon très large. C'est-à-dire qu'on avait des processeurs pour des écrans mobiles, des appareils plus petits, plus versatiles, ainsi de suite. Et au fil du temps, NVIDIA a développé des processeurs qui sont devenus très populaires il y a quelques années, tu t'en rappelles, Pascal, pour miner du Bitcoin en bon Ouais. français. Faire des sous. Et NVIDIA avait pris beaucoup, beaucoup de valeur durant la bulle des dernières années là, du Bitcoin en s'associant à cette popularité-là parce que ça prenait des fermes de minage, des fermes de serveurs au complet pour créer de la valeur sur le Bitcoin. Et quand le Bitcoin s'est écrasé, ben le titre de NVIDIA aussi. Et là, chez NVIDIA, on y a pensé, on se dit, ah, on va venir la prochaine vague. On s'est plutôt associé à la recherche en intelligence artificielle et en l'application de l'intelligence artificielle. Et dans les derniers mois, ce qu'on a publié, c'est des résultats très, très positifs de vente de processeurs pour des fermes de serveurs qui utilisent des entreprises qui veulent faire de l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on fait comme raccourci, c'est qu'on dit, ah, NVIDIA est accroché à l'émergence des chats GPT de ce monde en ce moment. Donc, on parle beaucoup d'un fabricant qui est de plus en plus associé à ces vecteurs de croissance des technos là, à venir, réalité virtuelle, crypto-monnaie et intelligence artificielle. Cette semaine, NVIDIA est rendue une des rares entreprises à avoir atteint une valeur de 1 000 milliards de dollars américains en bourse. Donc, ça, c'est son fait d'armes à très court terme. Mais semble-t-il que ça va continuer à grossir, cette compagnie-là, parce qu'on est très optimiste sur les prochains mois, justement parce que les applications d'intelligence artificielle pas seulement ChatGPT, qui est quand même assez niché, puisque ça appartient à une entreprise qui est OpenAI. On ne parle pas de Bard non plus, parce que ça, c'est Google qui a sa propre quincaillerie. Mais toutes les applications plus petites d'intelligence artificielle basées sur de l'open source, on sait que c'est facilement accessible, qu'on peut créer nous-mêmes notre propre instance d'intelligence artificielle spécialisée dans un créneau ou pas. Et tout ça repose sur de la quincaillerie qui, en bonne partie, peut provenir d'NVIDIA. Donc, si jamais vous vous demandez, mais qui est cette entreprise et pourquoi en parle-t-on? Ben voilà, c'est à cause de ça. Et peut-être aussi à cause de ça qu'on ne peut plus vraiment dire GAFA, ou même FANG, F-A-N-G. Mais il va falloir mettre 2 N parce que Netflix aussi, c'est un N. Donc, on aurait Apple, Amazon, Facebook, Google, 2 N, Netflix et NVIDIA. J'oublie Microsoft, peut-être. Tesla, quelqu'un disait Tesla aussi. On va finir avec quelque chose Oui. comme Namasté, je pense. Fait qu'on va parler indien, puis on va souhaiter à tous chanter épais. Mais oui, prenez note. NVIDIA, ceux qui spéculent et qui aiment spéculer, regardez le titre d'NVIDIA, il varie beaucoup.
c'est très risqué. Je parlais des gestionnaires de portefeuille plus old school, disons, cette semaine. Puis ce qu'on dit là-bas, c'est qu'on ne comprend pas ce gain de valeur parce que ça ne se reflète pas dans le marché pour vrai. Donc, il y a vraiment un engouement en ce moment pour une NVIDIA. Ceux qui utilisent des appareils savent que ce sont quand même des produits de bonne qualité. Pour les autres, ben, faites attention si vous achetez le titre parce qu'à tout moment, ça peut s'écrouler. C'est pas sur une base aussi solide qu'on peut le penser. Mais effectivement, il y a un engouement en ce moment pour son titre. C'est très Voilà. drôle. Et c'est drôle parce que j'ai le fils de ma blonde qui a une simulation boursière à l'école et il a acheté du NVIDIA. Probablement parce qu'il connaissait le nom et ça, probablement que ça va refléter dans sa note de finale de Ça dépend quand il l'a acheté. boursière. Mais c'est sûr qu'il l'a acheté à Noël, Tesla. il doit être content en ce moment. Exactement, il doit être content en ce moment. On va finir sur une note plus légère, si tu veux. Il y a des informations qui ont coulé sur la Pixel Watch 2. On parlait de Google la dernière semaine avec le Pixel 7a, le nouveau petit téléphone bon marché, et on prévoit déjà, évidemment, le lancement du Pixel 8 l'automne prochain, qui sera une évolution, encore une fois, des téléphones. Mais je pense que l'intérêt, en tout cas pour moi, personnellement, parce que c'est le genre de gadget que j'apprécie davantage, c'est qu'on aurait une version améliorée, mais vraiment substantiellement améliorée de la Pixel Watch, qui serait présentée à la fin de l'été, donc la Pixel Watch 2, qui pourrait enfin, espérons-le, évidemment, on aime la concurrence, rivaliser concrètement en termes de performance et de polyvalence avec l'Apple Watch, qui est probablement le leader dans ce marché-là. Ce qu'on entend dire, c'est que Google travaille sur une montre qui serait plus puissante, au moins 50% plus puissante, avec des nouveaux processeurs développés par Qualcomm qui seraient, je pense, 2 fois plus puissants, mais aussi 2 fois plus économiques en termes d'énergie. Donc, on aurait une montre qui serait capable de faire tout ce qu'on imagine qu'une montre connectée peut faire en 2023. Et elle aurait en plus cette autonomie de 2 jours entre 2 charges. Et ça, c'est un gros plus parce qu'on le sait, des fois, on la charge, l'Apple Watch a un peu donné le ton, là, où on la charge à chaque nuit. Et c'est un peu embêtant parce qu'on veut faire un suivi du sommeil, il faut la brancher entre la journée et la nuit, puis c'est comme embêtant pour bien des gens. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette logique-là. Exactement. Donc là, en ayant 2 jours d'autonomie, peut-être qu'on vient de régler un problème. Il y aurait aussi plus de capteurs et plus de fonctions de suivi de santé provenant de Fitbit que Google a racheté il y a quelques années au gros prix et qui continue d'exister un petit peu dans son coin. Là, on intégrerait davantage des fonctions de Fitbit dans la Google Pixel Watch 2, ce qui en ferait un produit probablement plus attrayant. Et je pense aussi qu'on va faire des versions de différentes dimensions parce que la Pixel Watch actuelle est un peu petite pour ceux qui aiment les grosses montres. Oui. Elle est un peu grosse pour ceux qui aiment les petites montres. Et surtout, on a fait un appareil avec un écran bombé, tout en verre, où l'affichage est limité parce qu'il y a une très grosse bordure en dessous. Et là, peut-être qu'en éclatant ce format-là, on aurait enfin un affichage conséquent de meilleure taille et de meilleure qualité qui permettrait de l'utiliser dans différentes applications plus spécifiques. Donc, je pense que ça va être assez intéressant. Prenez des notes. Si vous magasinez une montre d'exercice, peut-être mettre ça en veilleuse là, pour quelques mois parce que certainement que l'automne va être très chaud avec une nouvelle Pixel Watch, sans doute une nouvelle Apple Watch aussi, et peut-être une nouvelle Watch Samsung, sans parler des autres montres, des autres marques qui pourraient venir s'ajouter à ça. Ceux que ça pourrait intéresser, il y a TicWatch, une entreprise qui fait des montres basées sur Android et leur nouvelle TicWatch 5 qui ressemble étonnamment à la Pixel Watch a jusqu'à 4 jours d'autonomie avec Wear OS dedans. Donc, TicWatch a une montre plus performante, plus puissante grâce justement aux nouveaux processeurs plus performants. Excellent. Bien noté, la TicWatch. Allez voir ça, c'est vrai que c'est un bon produit. On en entend moins parler ici, mais c'est un produit qui s'achète en ligne et qui est très populaire, peut-être moins au Canada, mais ailleurs dans le monde. Merci Pascal. On prend une courte pause, les amis. On revient, on va parler d'une chose très sérieuse parce que vous le savez, cette semaine, on a parlé de fin du monde, de guerre nucléaire, de pandémie. Et tout ça, c'est rien à côté de l'intelligence artificielle. Pourquoi, comment, où, quand? On a les réponses pour vous tout de suite après. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une Tasse de Tech. Nous sommes assis ici au coin du feu. Je dis ça, puis c'est quasiment vrai parce qu'il fait tellement chaud. Pour discuter de choses sérieuses. Commencer par vous dire un truc. Vous savez qu'on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle dans les dernières semaines. On a beaucoup aussi parlé parce qu'on était à Google I.O. de Google Bard, l'application d'intelligence artificielle de Google. Et Google a mis à la disposition de plein de monde dans plein de pays ces outils d'intelligence artificielle, dont Google Bard. Mais pour une raison officieusement non officielle, on n'a pas rendu Bard et les outils d'intelligence artificielle associés à Bard et à Palm, on ne les a pas rendus disponibles au Canada. Ils ne sont pas non plus disponibles en Europe. Comme par hasard, ce sont 2 marchés où il y a des lois qui s'en viennent, qui vont encadrer l'intelligence artificielle. Donc, on soupçonne qu'il y a peut-être une volonté de ne pas vouloir justement se mêler les pinceaux dans tout ça.
Sauf que ceux que ça intéresse et que ça intrigue, il existe, et d'ailleurs, c'est des gens qui ont commencé déjà à le faire assez massivement, il existe un moyen d'accéder à Bard à partir du Québec et du Canada en utilisant un service VPN. Oui, monsieur. Et ça, ce qu'on voyait dans les derniers jours, ce que je voyais des chiffres passer, la popularité des services VPN bondit au Québec depuis quelques jours, depuis quelques semaines, à cause de cet attrait d'applications comme Bard. Et ce que j'ai remarqué aussi la semaine dernière, ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que la plupart des services VPN gratuits disponibles sur mobile il y en a quelques-uns la semaine dernière qui ont été victimes d'une importante fuite de données où le nom des utilisateurs, l'adresse courriel, le mot de passe, toutes les données personnelles vraiment au complet sur ces applications-là ont été coulées à des pirates. Évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer à partir de là, mais ça va probablement être transigé sur le dark web, là, comme on peut l'imaginer. Donc, il y a vraiment un problème là en termes de, mais mon Dieu, vers quel service VPN me tournais-je pour accéder à ces applications-là? Mais Et ça tombe bien parce qu'on en a un pour vous. Vous savez voilà, qu'on l'a c'est ce déjà que eu je me comme disais. partenaire dans les derniers mois, et là, il revient pour le mois de juin avec nous. Les gens de CyberGhost VPN, non seulement sont notre partenaire dans ce segment-là d'une tasse de tech, mais en plus offrent aux gens à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent sur les plateformes balado, qui nous regardent sur YouTube ou sur Facebook, en fait, un lien vers un abonnement à 83 de rabais au service CyberGhost VPN. Je vous le dis comme ça, CyberGhost VPN est une application anonyme, qui ne logue pas ce qu'on fait avec. Sécuritaire, évidemment. C'est une application crédible, c'est une entreprise très sérieuse qui est établie depuis de nombreuses années. Elle offre plusieurs centaines de serveurs partout dans le monde. Et surtout, et je vous le dis comme ça, ce qui fait sa réputation, 38 millions de personnes l'utilisent régulièrement. Donc, c'est un service VPN qui est quand même assez fiable et assez crédible. D'ailleurs, CyberGhost VPN, ce qui est bien pour les gens qui l'utilisent au-delà d'accéder à Bard, c'est qu'on peut aussi accéder à des services de streaming qui ont des catalogues différents d'un pays à l'autre sans se casser la tête. CyberGhost, dans l'application, présente ses serveurs selon leur localisation, selon leur vitesse de téléchargement aussi, pour ceux qui ont besoin de télécharger des versions en 4K de ce qu'ils veulent regarder sur Netflix, et aussi selon leur capacité à accéder aux services de streaming les plus populaires. Par exemple, les fans de football pourraient s'abonner à DAZN en version américaine ou s'abonner à Hulu ou à des applications très spécifiques aux États-Unis qu'on n'a pas ici. Mais si on a un VPN, on peut s'abonner. Il suffit de payer, évidemment, pour l'abonnement. Et là, pouf, tout fonctionne. Et ça, évidemment, c'est permis par des VPN comme celui de CyberGhost VPN. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez accéder à Bard, savoir si Bard est plus intelligent que ChatGPT ou pas, si vous voulez aller voir les applications dans les laboratoires de Google qui ont été lancés il y a 2 semaines, ou si vous voulez simplement accéder à du soccer de la première ligue de façon simple et efficace à partir de la source, eh bien, vous le savez maintenant, CyberGhost VPN est une option. Le lien de rabais va être dans la description de la balado, sur les plateformes de balado, sur notre page YouTube, sur notre page Facebook aussi, au fil des prochaines semaines. Donc, cliquez, allez vous inscrire, ça vaut la peine, sérieusement, un VPN, ça fait toute la différence, même au quotidien, pour sécuriser vos données, là, votre navigation. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser très facilement, surtout quand on se promène et qu'on a des Wi-Fi publics près de nous qu'on utilise et qui sont généralement très mal sécurisés. Voilà, c'était notre promo CyberGhost. On va parler maintenant des choses sérieuses, mais on reste dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que, au-delà de l'existence de Bard et de ChatGPT, si vous suivez un petit peu ce genre de sujet-là, vous avez probablement vu cette semaine Yoshua Bengio, le célèbre chercheur montréalais, et Sam Altman, qui est le grand patron d'OpenAI, qui a créé ChatGPT, signer la même lettre cette semaine, lettre publique, lettre ouverte. Je devrais dire lettre, c'est même pas ça, c'est pratiquement un télégramme parce qu'elle fait C'est seulement presque un 22 mots. tweet. Et je pense que tu l'as, tu peux nous la lire. Je pense que Pascal, tu l'as avec toi. Oui, je l'ai devant moi et c'est très, très drôle. Je vais essayer de le lire avec une voix la plus grave possible. La mitigation des risques d'extinction liés à l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale au même titre que d'autres risques à l'échelle de la société, tels que les pandémies et les guerres nucléaires. Wow! C'est sérieux. Alors d'ailleurs, on dit C'est pas n'importe quoi, là. des gens qui ont créé l'intelligence artificielle, ou en tout cas qui travaillent sur des applications d'intelligence artificielle qui ont mené à la création de ChatGPT, vous disent ce qu'on a créé là, c'est rendu un monstre. On pense que c'est aussi grave, les risques en fait que ça dégénère sont aussi graves que ceux d'une guerre nucléaire. Et ils n'ont pas tort, parce que quand on voit ce que permet de faire juste Midjourney ou les applications de création d'images, récemment, on voyait une fausse photo de Donald Trump en train de se faire emprisonner. Ce sera pas long avant que des organismes politiques qui n'ont pas de très grande éthique décident, pas très scrupuleux, en fait, décident de créer de la fausse information. Pas nécessairement ici, dans d'autres pays, mais qui vont venir jouer dans le processus politique local. Et là, on peut imaginer ensuite de là comment ça peut dégénérer dans d'autres applications. Et il y a effectivement des craintes. Et ce que disait récemment Yoshua Bengio dans une entrevue sur le web, ce qu'il disait, on a beaucoup insisté sur
l'applicatif. On a beaucoup développé l'intelligence artificielle pour qu'elle soit fonctionnelle et qu'il y ait beaucoup de façons de l'utiliser. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on a négligé peut-être de s'occuper de la sécurité avant tout. Donc, ce que demandent les chercheurs, c'est de créer un cadre que les gouvernements d'un peu partout sur la planète s'associent pour créer une façon d'encadrer, pas nécessairement l'utilisation, mais la production, le développement d'intelligence artificielle avancée. Et ça, c'est un sacré casse-tête. En fait, c'est tellement catastrophique la façon que c'est présenté que ça fait réagir d'autres chercheurs qui s'opposent un peu à cette vision-là, qui la jugent alarmiste et qui, au contraire, pensent que ça va nuire à la question, au débat. À Montréal, ici, il y a Joëlle Pineau, là, qui est de l'Université McGill, qui a publiquement sur Twitter mentionné qu'elle trouvait que c'était peut-être un petit peu exagéré comme prise de position et qu'il y avait peut-être une façon de gérer cette question-là du risque de l'intelligence artificielle autrement. Parce que là, ce qu'on dit, essentiellement, on dit on dit quasiment aux gens, voici comment vous pourriez faire déraper une conversation grâce à l'intelligence artificielle. Et il y a le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann LeCun, qui aussi s'oppose un peu à cette vue-là. C'est drôle parce que j'écrivais un article dans Le Devoir là-dessus cette semaine et là, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « Ah non, il a cité l'agent de Facebook à propos de l'intelligence artificielle. » On pourrait aussi citer Geoffrey Hinton, qui est l'ancien chercheur en chef de l'intelligence artificielle chez Google, qui lui a quitté Google pour s'exprimer sur la question. Donc oui, les gens qui travaillent en intelligence artificielle parlent d'intelligence artificielle et c'est normal qu'on les cite parce que ce sont eux qui ont les mains dans la pâte. Et c'est un petit peu compliqué quand on est à l'extérieur de ces secteurs-là de faire le tour de la question de façon très, très claire et très nette. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une zone grise qui existe en ce moment parce que c'est un peu n'importe quoi. Les gens peuvent développer dans les directions qu'ils veulent. Dans le cas de Sam Altman et d'OpenAI, c'est une entreprise qui perd des centaines de millions de dollars par année en ce moment à développer ChatGPT. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on se demande, c'est comment vont-ils générer des revenus et devenir profitables avec leur technologie. Et il y a beaucoup de gens qui trouvent que de signer cette lettre-là et de demander au gouvernement d'arrêter le développement, c'est de créer le fameux espace concurrentiel, de fermer en fait l'accès par des concurrents à la technologie et au marché créé par des compagnies comme OpenAI. Donc, il y a peut-être une forme de double jeu là, qui ne fait pas l'affaire de gens qui aimeraient continuer à développer des applications concurrentes à celles d'OpenAI, entre autres. Donc, ce dossier-là est assez vaste. C'est dur de se faire une opinion nette et tranchée là-dessus parce que, évidemment, tout est valable. Hein. Ce qu'on voit, ce que craignent les chercheurs, c'est que des pays ou des agents, peut-être comme des gens aux intentions malicieuses, commandités par des gouvernements étrangers, pourraient utiliser ces outils-là comme ils le font déjà avec d'autres outils similaires pour aller financer dans l'actualité politique, économique ou financière d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, l'Europe, et ainsi de suite. Donc, c'est légitime comme crainte. En revanche, ce qui s'en vient les prochains mois, c'est un cadre législatif qui va être voté au Canada, probablement avant l'Europe, mais qui s'en vient aussi en Europe, qui va forcer les développeurs d'applications d'intelligence artificielle à se responsabiliser par rapport aux technologies qu'ils offrent et qui sont utilisées ensuite par des tiers pour développer d'autres applications. Donc, éventuellement, ce qu'il va falloir faire, c'est probablement corriger cette crainte-là en forçant les développeurs de technologie à signer leur technologie pour que ce qui est produit par ces outils-là soit identifiable et qu'on puisse savoir de quelle source elles proviennent. Donc, il y a peut-être une piste de solution de ce côté-là qui s'en vient. Et ce qu'on a appris suite à la publication de cette lettre-là cette semaine de la part du gouvernement américain, c'est qu'on travaillerait de concert avec le gouvernement de l'Union européenne pour créer un code de conduite auquel pourront adhérer volontairement les entreprises spécialisées en technologie pour éviter justement le dérapage. Ça laisse quand même une grosse porte de sortie parce qu'on parle de volontairement. Et on sait qu'il y a beaucoup d'open source, il y a beaucoup de codes ouverts, de codes libres disponibles qui va être difficile à retracer là, si on laisse les choses comme ça de façon volontaire. Il y a comme une échappatoire là, qui est un petit peu qui est éludée par cette situation-là. Donc, on a un début de réponse. La réponse n'est pas complète. On a une très grosse crainte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, me faire dire hey, la menace nucléaire pèse. Vous savez qu'on avait beaucoup peur de la menace nucléaire dans les années 60 et 70. Dans les écoles, on apprenait à se cacher sous son pupitre advenant que la sirène sonne. Donc, c'est vraiment épeurant. Nous, on n'a pas vécu ça vraiment, les gens qui sont âgés peut-être de 50 ans et moins. Mais c'est une crainte réelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire. Il y a évidemment encore une menace qui pèse. Il y a des États qui sont On touche du bois, Alain. On touche du bois. C'est ça. Donc, il y a possibilité d'imaginer que oui, c'est grave et c'est sérieux, mais il y a possibilité de quand même de figurer qu'on peut s'en sortir. On n'est pas à un des défis près là, en termes de société en ce moment. Quand on parle de climat, on parle d'économie, on parle de plein d'affaires. Si on ajoute celui-là aussi, ça commence à se compliquer, mais il faut rester optimiste. Moi, c'est ce que je dis.
Moi, je me dis, c'est drôle parce que je vois ces déclarations-là et je me dis toujours l'idée de se mettre du bon côté de l'histoire. Il y a le film Oppenheimer qui sort bientôt, puis il dit, oh Oui, non, on vient de créer quelque chose qui pourrait détruire l'univers. Puis là, a posteriori, oups, on l'a développé. Maintenant, hey, les autres, faites pas ça, puis attendez. Je trouve ça un peu étrange. Tu sais, quand on met des trucs sur l'éthique du clonage, sur l'arme atomique, la prolifération des armes bactériologiques, ça n'empêchera jamais quelqu'un de mal intentionné de continuer à développer ça. Donc, exact. on peut faire des règles, on peut faire des codes de conduite, on peut faire toutes sortes de choses. Ça n'empêchera jamais. Et c'est là que je trouve que c'est un peu drôle de vouloir, à ce point-là, tout d'un coup, faire un holà. Et entre toi et moi, un truc qui génère des fausses photos et l'extinction de l'humanité. Il y a une marge. Il y a Il y une a une petite grosse marge. marge, je trouve, à moins que l'intelligence artificielle se mette... Là, on parle de scénario à la Terminator, là, que Oui. l'intelligence artificielle se mette à créer des robots qui nous courent après avec des machines... Ben, il y a beaucoup d'extrapolations dans cette crainte-là où on se dit on va créer la fameuse intelligence artificielle générale, là, le AGI, qui est Oui, capable oui, oui. elle-même de trouver ses propres failles et de s'améliorer elle-même et donc de devenir ultra puissante et meilleure que. Tu sais, déjà, des intelligences artificielles peuvent nous battre aux échecs. Ils pourraient nous battre à l'échec de la vie, disons ça comme ça. C'est Et exactement. là, ce Puis, serait un on autre genre de attend depuis conversation. combien de temps la conduite autonome? Et là, voilà, c'est ça, c'est que jusqu'à maintenant, il y a aucune preuve que ça peut arriver aussi rapidement que ça. Mais c'est dur Oui, de figurer parce qu'on parle de développement exponentiel. Donc, mettons que la capacité de l'IA a doublé depuis un an, ben, déjà 2 fois plus grosse. Et si elle double encore, c'est comme si elle multipliait par 4. oui, Et oui, plus que ça double, plus que c'est exponentiel, en fait. Et c'est ça oui. ce qu'on a souvent La de la misère à crainte. figurer, c'est que Oui. la prochaine évolution pourrait être celle qui fait toute la différence. On ne le sait pas. Exactement. Si l'intelligence artificielle peut se mettre à améliorer son propre code, quelqu'un demandait comment ça se fait que ChatGPT ne sait pas les nouvelles fonctionnalités. S'il fouillait dans son propre code, il pourrait voir quelle est la limite de caractère. Tu sais, il pourrait regarder lui-même et dire, OK, oui, je peux accepter jusqu'à 10 000 caractères et décider de changer son code pour accepter plus de caractères, pour accepter des images, pour accepter plus de choses et se développer lui-même. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette capacité-là de s'auto-améliorer. Non. On Et touche jusqu'aux du dernières bois. nouvelles, il y a toujours le bouton off sur les appareils informatiques. Ouais, ça sert toujours. On débranche la prise électrique. Au pire des cas, on débranche, on sort sur la terrasse, on se fait un barbecue et on revient à un mode de vie très analogique. Je pense qu'on Et vient de faire le voilà. tour. On vient de Et boucler la boucle, voilà. Pascal. On vient de résoudre. Remerciez-nous pas, c'est naturel. On vient de régler la question de On est l'intelligence là. artificielle. On a fait un super beau lien avec notre sujet qui s'en vient tout de suite après la Exactement. On prend une pause. pause, je vais m'essuyer un petit peu parce qu'il fait chaud. Et ensuite, on revient avec l'explication de pourquoi j'ai chaud sur une terrasse en ce moment. On va parler de barbecue et de cuisine estivale. Restez avec nous. On revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech, édition estivale, il faut le dire, édition terrasse, si vous voulez. On parle souvent de projets, de produits, de gadgets de haute technologie à Oui. l'émission, n'est-ce pas? Et là, on y va en version un peu plus relaxe. C'est la fin des classes. C'est une canicule prématurée de la fin du mois de mai, du début du mois de juin, qui nous donne le goût de sortir dehors et de se faire toaster, littéralement, ce qui est mon cas là, en ce moment, si vous vous posez la question. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça me prend un commanditaire de crème solaire, Pascal. La tasse de tech est commanditée par Coppertone. Pour un beau teint de tomates. Ah ouais. Mais on a des bonnes raisons d'être à l'extérieur parce qu'il y a des produits, et je vais vous dire, qui sont assez intéressants pour plein de raisons. Je vais d'ailleurs vous présenter, pour ceux qui nous regardent en version vidéo, l'étendue de mon projet de la journée, qui est de faire l'essai d'un barbecue électrique et d'un four à pizza pour la maison. Une plaque à pizza qui est assez étonnante. Je ne sais pas, Pascal, si tu veux commencer avec les tiens ou si on part avec les miens. On n'a pas vraiment prévu notre coup sur ça. Comme tu le veux, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le mien. C'est un barbecue électrique et ça, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça scandaleux. En C'est fait, le c'est qu'il y a Ninja une nouvelle Woodfire. génération de barbecue électrique qui vaut la peine. Exactement. Et Ouais. c'est ça qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir que ça. Je ne m'attendais pas à avoir d'aussi bons résultats. Mon modèle, c'est le Ninja Woodfire, qui est un modèle qui fonctionne à l'électricité. Donc, on n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin de charbon de bois. On le branche. Ça va prendre une extension, évidemment, là, extérieure. On ne cuisine pas à l'intérieur avec ça. Ce qui est fantastique, c'est la simplicité d'utilisation. On appuie sur un bouton si on veut qu'il y ait un goût de fumée à ces aliments ou non. On choisit la température, on choisit le mode de cuisson, on démarre le temps de cuisson, on pèse sur Start, il y a un préchauffage qui se fait.
On nous dit qu'on retournait nos aliments à mi-cuisson et boum, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose qui a été fait sur un barbecue régulier très, très, très facilement. Pour dire, là, je laisse la cuisson des aliments, le barbecue, normalement, il y a plein de gens qui ont peur là, de démarrer un barbecue au charbon, au gaz, ça fait pouf, on ne sait pas si on l'a éteint, on s'inquiète. Je laisse le garçon de 9 ans de ma blonde s'occuper de la cuisson et ça fonctionne parfaitement. Il y a un petit guide qui indique des temps de cuisson suggérés pour différents aliments. Et ça a fonctionné merveilleusement. La beauté du Ninja Woodfire et le nom Woodfire, c'est qu'il y a un petit logement qui contient des capsules de bois. Des capsules de bois naturelles qui va donner un goût de fumée aux aliments. Ce n'est pas fait pour chauffer les aliments. C'est pas ce qui brûle pour chauffer les aliments, c'est l'électricité, mais ça va faire brûler ces petites capsules de bois-là pour donner un goût de fumée aux aliments. Il y a un petit ventilateur qui fait circuler et j'ai été émerveillé. Sérieusement, là, le goût de fumée fait toute la Ah différence. oui, tu as un ventilateur, c'est bien ça. C'est un bel élément, en fait. Vraiment, vraiment le fun. Puis le ventilateur va plus loin que ça parce que c'est un four multifonction. Tu peux t'en servir comme air fryer extérieur. Ah, pour vrai? Wow! Ça Ah, c'est bien, ça. Oui, tout à fait. Mhm. Et tu peux aussi t'en servir comme fumoir. Donc, tu peux le laisser avec une température contrôlée, c'est à l'électricité, ce truc-là. Donc, tu peux le laisser rouler sans t'inquiéter que ta bonbonne de gaz ou ton charbon vont avoir à surveiller. Tu laisses ça à température basse pendant une longue période. Tu as juste besoin d'à peu près une demi-tasse de petites capsules de bois pour ton barbecue, que ce soit pour un fumage long ou une cuisson rapide. Je te le dis, le goût de fumée, là, j'ai fait un hamburger, tourner le hamburger quand la petite sonnette sonne, c'est le temps de tourner les hamburgers. J'ai mis du fromage là-dessus. Le cheddar a pris le goût de la fumée. Un bon C'était cheddar bon, fumé. mon vieux, là. Ça doit être C'était bon. Ben bon, oui, mon c'est vieux. clair. Ben oui. Vraiment trippant. On a fait du poulet, on a fait des trucs comme ça. Ça ajoute un bon goût. J'aime beaucoup ça. C'est 400 $ par exemple. OK. C'est pas donné. Il y a des Ben, c'est pas si barbecues au mal. Ça dépend de gaz. la dimension, mais c'est pas si mal. Exactement. Il est compact, il est fait pour être transporté facilement sur les balcons. Et ce que j'aime beaucoup, comme il est électrique, il y a des endroits où on ne peut pas utiliser de barbecue électrique, C'est vrai, de les tours à barbecue au condo. gaz ou au Mhm. charbon, excuse-moi. Ça fait un peu de fumée si on utilise le mode de fumée, mais c'est rien qui devrait faire paniquer les voisins. La fumée reste à l'intérieur avec la circulation d'air à l'intérieur du barbecue. Vraiment Mhm. cool. Je dis 400 $, il y a des soldes, c'est sûr qu'il va être en solde régulièrement. C'est les produits Shark et Ninja qui sont. J'en ai cité plusieurs produits Shark Ninja. L'entrepôt était dans le coin de Montréal. OK. Donc, si jamais il y a quelque chose, on peut tout de suite, s'il y a un pépin technique, ainsi de suite, il va y avoir des soldes, c'est certain. Ah, c'est bon. Je suis surpris. Et une fois qu'on a trouvé les réglages pour des aliments, par exemple, c'est idiot, mais des saucisses du Costco, des steaks qui ont une épaisseur, une fois qu'on sait notre niveau de cuisson, on ajuste notre temps de cuisson, on pèse sur le bouton, on a quelque chose C'est qu'on n'a pas parti. besoin de surveiller, température constante. Et le dernier détail génial, c'est que la plaque anti-adhésive se nettoie à l'eau, là. On n'a pas besoin de gratter. Ah oui. C'est ridicule, là. On avait fait Mhm. un truc avec la sauce barbecue gluante, collante. Ça avait caramélisé. Écoute, on a passé ça à l'eau, ça a parti, on riait. On trouvait ça très, très drôle de ne pas avoir à se battre avec une grille en fonte qu'il faut gratter longuement. Bon point. Ninja Windfire, j'aime beaucoup, beaucoup. Je Je vais suis assez impressionné. tout de suite comparer avec mon barbecue électrique à Ah moi qui ah! est ici, qui est en fait qui est une marque plus connue du barbecue, c'est Weber qui fabrique ça. C'est une nouveauté de cet été, c'est le Weber Lumine. Lumine qui clairement réfère à cette notion électrique-là. C'est une version, c'est un barbecue relativement compact. Là. Ça serait à la limite un barbecue de camping si c'était un barbecue au propane, sauf qu'il est électrique. On a créé une double grille je pense, c'est 24 pouces de diagonale, 28 pouces de diagonale à peu près, qui donc permet, avec un élément chauffant en zigzag, là, très bien conçu, de générer une puissance de cuisson équivalente à un barbecue de 13 000 BTU. Pour ceux qui se demandent, de 13 000 BTU, c'est quoi? C'est un barbecue, c'est un petit barbecue. C'est dans la même taille que ça qui serait au propane, en fait, et qui est souvent associé à un barbecue de camping avec des petites bonbonnes vertes. Là. Donc, qui fait de la cuisson. Évidemment, si vous avez une grosse famille, ça risque d'être 2 ou 3 services à faire différemment. Mais c'est un barbecue tout à fait électrique, lui aussi, comme le tien, qui se présente lui aussi, parce que comme c'est électrique, ça peut être utilisé à différentes fonctions, comme un appareil qu'on peut utiliser pour décongeler de la nourriture, parce qu'on peut juste, au moment de l'allumage, utiliser la chaleur montante pour décongeler les aliments avant de les faire cuire nécessairement. Évidemment, on peut le mettre en mode saisie, searing,
où on peut déposer un steak pas très épais, le faire cuire des deux côtés, un pavé de thon aussi. Je vais avoir faim à la fin de l'épisode. Et ça fait des aliments comme ça qu'on fait juste saisir rapidement pour qu'ils soient tendres et qu'ils soient quand même assez grillés. Je pense entre autres à des portobello, des champignons, des tofu aussi qui peuvent être marinés, qui font des très bonnes cuissons, parce que là, je parle aux gens qui ne mangent pas nécessairement de la viande. Toutes les options sont sur la table. On a aussi, comme le tien, comme le Ninja Woodfire, Pascal, on a une version, on a un accessoire qui est une espèce de demi-section de la grille, qui est une petite cuvette en aluminium dans laquelle on peut mettre des copeaux de bois. Et là, on a la fonction fumoir pour fumer un steak, fumer un poisson, fumer des aliments, des asperges, entre autres, des brocolis aussi, c'est très bon. Et on peut l'utiliser donc pour fumer, on peut l'utiliser aussi pour mettre de l'eau. Et là, ça fait une cuisson vapeur, parce qu'on n'a pas besoin de mettre le fond, l'élément au fond, on a besoin de mettre l'élément à une belle température. Et on rajoute ça, ça fait de la vapeur et on peut cuire à vapeur. Des légumes, surtout. Certains poissons aussi. Moi, je ne suis pas un fan de la cuisson vapeur, je vais vous le dire tout de suite, donc ça se fait, je vous le dis. Ça se fait, oui, mais c'est quand on a un barbecue. On veut que ça goûte le barbecue, on veut que ce soit grillé, il y a un petit peu ça, on veut que ce soit... mais comme tu le dis, il y a des gens qui vivent dans des endroits où on ne peut pas avoir un barbecue au propane, au gaz ou même au charbon, des choses comme ça. Et là, cette option-là est sur la table et elle permet de faire différentes formes de cuisson. Et on peut faire les deux côte à côte. On peut faire cuire un petit steak d'un côté en version barbecue. Pendant ce temps-là, on fait cuire vapeur des légumes. Les deux alternent. Donc, on présente vraiment ça comme un 5 en 1. Saisie, vapeur, fumoir. Il y a aussi la fonction réchaud. On peut laisser l'aliment pas très chaud. Et comme c'est électrique, bien évidemment, on ne brûle pas de gaz, donc on n'émet pas nécessairement de pollution. Et ça ne coûte pas non plus la bonbonne à remplir au bout d'un certain nombre de semaines, qui coûte donc une petite fortune à chaque fois. Donc, point de vue casse-tête, j'ai trouvé que ça cochait plusieurs éléments d'une liste de gens qui veulent faire de la cuisson de l'extérieur, mais qui ne veulent pas se casser la tête. Donc, super petit appareil. Évidemment, il faut acheter les copeaux de bois. Il faut s'habituer à une cuisson qui n'est pas toujours très élevée. Ce n'est pas un barbecue qui va faire des steaks très épais très rapidement. Il faut vraiment s'habituer, maîtriser la cuisson, parce que quand on n'est pas au max, 13 000 BTU, là, même si c'est pas des BTU ici, parce que c'est pas on ne calcule pas nécessairement l'énergie, la puissance électrique comme ça, là, mais c'est pas une chaleur très élevée dans certains cas. Ça peut être un peu embêtant. Mais pour un petit barbecue, je vais vous donner une application très concrète. Moi, je l'utiliserais dans un cas où j'aurais un campeur dans un site de camping avec l'électricité et je ne veux pas nécessairement sortir le barbecue au propane. On branche ça dans une prise de courant dans le camping et c'est réglé. On a un barbecue. Ça se transporte bien. Ça fait beaucoup moins de saleté qu'un truc au gaz. Ça se nettoie pas mal mieux, tu l'as dit, Pascal. Donc, ça vaut la peine. C'est une option. Je pense qu'on a pas mal le même genre de barbecue qui se comparerait, Pascal, à l'exception que le mien. Comme c'est une marque qui est connue, Weber, on mise sur la renommée de la marque pour le vendre à un prix un peu plus élevé. Cet appareil-là coûte 629 $. C'est pas exactement un cadeau, mais il est très joli et très élégant. Il est offert en 5 couleurs, bleu, rouge, vert, jaune, noir, ce genre de trucs-là. Et évidemment, comme il y a une version, je pense, plus grande, là, c'est la version compacte, mais c'est quand même un montant d'argent conséquent, ce qui fait qu'on risque d'y aller de façon plus générale avec la facilité d'un barbecue au propane qui coûterait moins cher. Mais si vous cherchez une façon de vous débarrasser du gaz, c'est une belle amélioration des barbecues électriques de notre époque que je me rappelais qui cuisaient vraiment pas. Qu'au moindre coup de vent, on perdait la chaleur. Là, on a vraiment fait une belle conception et c'est un appareil qui vaut la peine. Pas très grand. Vous faites peut-être un filet de saumon à la fois. Ça donne une idée de la grandeur. 4 steaks gros max, 4 boulettes de barbecue si vous faites de hamburgers, c'est-à-dire si vous faites des gros hamburgers, mais pas bien plus. Mais si vous avez les moyens, ça peut être une façon effectivement de rendre la cuisson de barbecue moins casse-tête, moins compliqué, disons-le comme ça. Oui. Moi, j'aime beaucoup le contrôle de la température, le fait qu'avec un barbecue électrique, tu n'as pas besoin, le charbon ne baisse pas d'intensité, tu n'auras pas à ajuster. C'est très, très constant comme temps de cuisson et ça, c'est la caractéristique principale. Est-ce que tu me permets de glisser un mot sur le Meter Plus, puisqu'on est dans les gadgets de camping? Le Meter Plus, c'est un thermomètre à viande connecté, sans fil. Donc, on le branche dans sa pièce de viande, on l'insère dans sa pièce de viande. Ben oui. C'est un pic, c'est une espèce de gros clou. Imaginez ça comme ça. C'est connecté à une base en bois qui est un relais Bluetooth. On laisse la base près du Meter Plus et ça nous permet de vérifier la température intérieure de sa viande. C'est contrôlé dans une application. On peut mettre différentes alarmes si la température baisse en bas d'une certaine température, si évidemment elle approche d'une certaine température, va nous donner un temps pour reposer sa viande, si on veut. Belle application. C'est pas donné. Encore une fois, c'est autour de 120 $. J'ai vu sur Internet beaucoup de modèles similaires
moins cher. Je ne sais pas si l'application est aussi bien faite, par exemple. L'application permet de choisir les températures suggérées pour différentes coupes de viande, différentes épaisseurs et ainsi de suite. Et si tu permets, ceux qui me regardent sur YouTube voient que d'habitude, je bois un café pendant l'émission. Comme il fait très, très chaud, je bois un délicieux Dr Pepper la boisson, le cola aux cerises, je ne sais pas Le comment le fameux décrire. cola à la cerise, ben oui. Mais remarque, et là, je vais le montrer Mais il n'y a pour pas ceux de qui me regardent couvercle. Comment il n'y a fais-tu, pas de Pascal? couvercle à ma canette. Quel Ben oui. observateur, Alain. J'utilise un truc qui s'appelle le Draft Stop. On est dans l'autotech ici. C'est une espèce d'ouvre-boîte qui permet d'enlever le couvercle de sa canette, mais l'intérieur de la canette, pour qu'on puisse boire sa canette avec le rebord sans se couper les lèvres. Comme dans un verre. Comme dans un verre. Alors, on transforme sa canette. Si on veut, mettons, veut se faire un rum and coke, on peut enlever le couvercle de sa canette de coke, prendre une grande gorgée de coke, remplacer par du rhum, mettre des glaçons, si on veut, dans sa canette. On peut mettre une paille, on peut s'amuser avec des fruits dans ses boissons, se faire des cocktails, et on n'a pas besoin de salir des verres. Si on a 24 canettes, on a 24 verres qu'on peut créer. Même chose pour la bière, on peut savourer sa bière sans avoir à la verser dans un verre. Sans que ça fasse On la peut broue simplement quand mettre... on l'ouvre aussi. Si on arrive à l'ouvrir comme ça fait moins Exact. risqué On de l'ouvre. salir, de faire un dégât, là. Exactement, ça permet de déguster comme ça sans avoir rien qui va briser. Beau gadget, une trentaine de dollars. Si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, un cadeau d'hôtesse ou d'autre, Ben oui, un cadeau de camping, un cadeau de terrasse, un cadeau oui, de piscine. Ben oui. ça marche. J'ai encore une fois, j'ouvre mes canettes comme ça fait très drôle de boire une canette et d'avoir le nez dans sa canette. Est-ce que ça c'est annule très, la très drôle. consigne quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe Hey, avec... c'est une tellement bonne question, Alain. Oh Mhm. non, j'espère que non. Ben, de toute façon, ça se recycle, l'aluminium, ça se met au J'espère que bac, mais non. c'est peut-être un cadeau à la Société Recycle Québec là, que tu fais à chaque fois que tu ouvres une canette Oh comme ça. non, c'est tellement dommage parce que tu as tout à fait raison que comme on détache la partie intérieure de la canette, celle qui indique qu'on a une consigne de 5 sous. Mais en même temps, Euh, dans les machines, on lit le code barre et on écrabouille la canette. Alors, probablement que ça va être correct. exactement. Mon feeling, c'est que ça va être correct. Exactement. Mon Mais feeling balance le aussi. couvercle avec qu'il soit recyclé également. Tout à fait, c'est du bel aluminium. Ben oui. Les consignes devraient être tellement plus élevées sur les canettes. C'était 5 sous quand j'étais petit, c'est encore 5 sous aujourd'hui. Si on avait suivi le cours de l'inflation, les canettes, ça devrait être au moins 25 sous chacune Probablement. Ben oui. de consignes. Je ne comprends pas pourquoi on traîne de la patte là-dessus. Moi, Pascal, je ne suis pas italien, hein, mais j'ai la spatule. Oh mon Dieu, que c'est de la grosse spatule, ça! Ça, mon ami, c'est une spatule de pizza pour faire des pizzas de 16 pouces. Donc, c'est Monsieur Spatule pour vous. Hey, Et, tabarnouche! et j'ai ça avec moi parce que c'est un accessoire qui est vendu avec le deuxième objet, mon deuxième gadget de outdooring de la semaine, qui est le four à pizza Oni, O-O-N-I, dont ceux qui nous regardent voient un l'avant-plan ici. Oui. C'est un four à pizza qui est offert en différentes versions. On peut l'avoir au charbon, on peut l'avoir, je pense qu'on peut l'avoir électrique, et celui-là il est au propane. C'est un four à pizza donc d'extérieur, nécessairement, à moins que vous ayez vraiment une grande pièce bien aérée, parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'air. Vous ne faites pas ça en dedans si vous avez une petite pièce normale. Écoute, avec du gaz, c'est dangereux. Là. Tout sauf recommandé de faire ça, mais à l'extérieur, vous l'installez. C'est quand même un four assez gros. Il y a une version, ça s'appelle le Oni Kona, comme la Hyundai Kona, mais acceptez que ce n'est pas une voiture, c'est vraiment un four à pizza. Et ça vient en deux versions, version 12 pouces, version 16 pouces. Donc, vous pouvez faire soit des pizzas individuelles à 12 pouces dans le premier, soit des pizzas individuelles à 12 pouces, mais jusqu'à 16 pouces dans le cas du plus grand. Et ce qui fait que ça reproduit un four à pizza, c'est qu'on a, c'est un très petit dôme dans lequel il y a un élément en propane en L dans le coin qui chauffe le dôme et qui fait chauffer une grosse plaque, une grosse pierre sur laquelle on dépose ensuite la pizza et qui cuit comme à la façon d'un four à pizza, un vrai four là, dans les restaurants italiens, vous voyez ça souvent. Donc, c'est un appareil qui permet de faire sa propre pizza à la maison d'une façon assez simple. La logique, c'est de se dire, ben, écoute, on tant qu'à payer une fortune pour faire livrer de la pizza, pourquoi pas la faire soi-même? C'est pas très long de faire cuire une pizza, c'est 5 minutes, peut-être même moins si vous y allez avec les recommandations de Oni, parce que le four en soi, il vient très, très chaud. La plaque peut atteindre une chaleur jusqu'à 900 degrés Fahrenheit, ce qui est comme extrêmement chaud. Là. Vous ne touchez pas à ça autrement qu'avec une spatule. Et à cette température-là, la plaque, vous déposez votre pizza pas cuite et la croûte cuit en 2 minutes. C'est vraiment pas très long. C'est un appareil qui permet de faire, évidemment, la pizza de votre choix, mais qui permet aussi de faire, comme c'est une plaque chaude, de faire de la saisie pour faire cuire du steak, pour faire de la plancha. Vous savez, les gens qui aiment beaucoup la nourriture espagnole, souvent, vont aimer les fruits de mer à la plancha. Bon, ben, on peut le faire facilement avec ça aussi. Il y a différentes façons de l'utiliser comme ça pour faire pas juste de la pizza, parce qu'il faut quand même rentabiliser l'achat. On parle d'un four de 400 $ pour la version 12 pouces.
$600 pour la version 16 pouces. Je vais vous dire, pour l'avoir essayé, c'est vraiment plaisant. Il faut développer la maîtrise de la cuisson d'une pâte à pizza parce que la pâte, vous savez, quand on la fait, c'est le fun, tout ça, on la met sur la spatule et la spatule est collante. Donc, il faut s'assurer que notre pâte est bien farinée. Et là, on la dépose sur la plaque la pierre du barbecue. Et là, si la pierre est pas assez chaude, ça ne cuit pas très vite et ça colle là aussi. Et là, on a de la misère ensuite à la sortir. Donc, il faut vraiment savoir, chez Ouni, on recommande un type de pâte très précis. Mais les pâtes à pizza, en général, font la job si vous les farinez, si vous les faites comme il faut. Évidemment, après ça, il faut mettre les ingrédients, tout le kit, vous y allez comme vous voulez. Vous la mettez dans le four. Et là, si le four est trop chaud et si l'élément est trop chaud, le brûleur, ça cuit de façon très inégale parce que le brûleur est juste d'un côté et demi de la plaque. Donc, comme la chaleur revient vers le haut, ça cuit dans un coin plus que dans l'autre coin. Donc, il faut vraiment maîtriser l'art subtil de au moins tourner sa pizza de temps en temps pour la cuire égale de tous les côtés. Sinon, on a un produit qui est mal fini, qui va être cuit tout croche. Donc, ça demande une certaine maîtrise qui m'ont un peu enlevé, ont un peu, je dirais, réduit mon intérêt envers ce genre de truc-là, parce que c'est une application très précise. On se dit, wow, je peux faire des pizzas facilement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend un autre genre d'habilité, un autre genre de talent à développer pour faire de la pizza, alors qu'on devrait se dire, ce qu'on veut, dans le fond, c'est l'équivalent, parce qu'on peut acheter une pizza, la mettre au micro-ondes, et pouf, après 10 minutes, on a une pizza maison. Pas maison, mais on a une pizza à la maison. Donc là, c'est vraiment l'étape de plus et c'est le genre de produit qu'il faut utiliser beaucoup, beaucoup pour amortir le coût parce que sinon, ça devient un gadget qu'on laisse traîner là parce qu'il est trop compliqué à utiliser. Et là, ça perd un peu de l'intérêt. Donc, beau four à pizza, Oni Kona fait de très bonnes pizzas quand on maîtrise l'art subtil de la faire cuire sur une plaque à pizza. Je pense que l'idéal, ce serait d'acheter une spatule en bois plutôt qu'une spatule en alu qui est vendue au gros prix par Oni directement. Donc, allez chez un petit détaillant de petits accessoires de cuisine fancy et achetez une spatule en bois. Votre pizza ne va pas coller. Farinez ça comme il faut et ça va bien aller plutôt qu'une spatule comme ça. Évidemment, c'est une spatule qui va être plus épaisse et là, on embarque dans une autre conversation complètement. Mais ça risque de vous éviter des casse-têtes. À la fin, la plaque en pierre, elle s'enlève et on peut la nettoyer, mais évidemment, c'est une petite version de l'accessoire qui va probablement décourager bien des gens. Donc, pour la pizza, bonne idée pour les gens qui savent qu'ils vont s'en servir beaucoup. Sinon, je vous le dis tout de suite, vous allez décourager rapidement et vous allez regretter cet achat qui, de toute façon, n'est pas exactement donné. Mais c'est quand même un beau gadget. Vous savez, il y a des gens qui ont des terrasses avec, on appelle du outdooring, mais qui ont des cuisines d'extérieur avec comptoir, évier, tout le kit. Ben pour ça, c'est une belle addition, mais il faut vraiment s'en servir. Sinon, ça ne servira à rien. Ben, ça vaut pour tous les appareils de cuisine. Ben, moi, personnellement, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner avec des appareils spécialisés. Mon Instant Pot, je l'utilise plusieurs fois par semaine. Mon four intelligent, je l'utilise plusieurs fois par semaine pour faire du pain, pour faire des choses comme ça. Je programme ma cuisson. Le Woodfire, le barbecue Woodfire, encore une fois l'été, plusieurs fois par semaine. Je suis vraiment émerveillé des résultats. Mais si on n'utilise pas des appareils, on peut bien s'acheter un blender, mais c'est pas ça qu'on va faire le super mixeur. On ne fera pas plus de smoothie à cause de ça. Notre vie ne va pas changer. Mais si on utilise les bons outils, ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Faire de la pizza, il faut que je le dise absolument. Oui. Jusqu'à tout récemment, faire de la pizza, je pensais que c'était compliqué. Ma mère me dit tout le temps, c'est pas compliqué faire de la pâte à pizza. C'est vrai que c'est pas compliqué. Un peu de farine, un peu de levure, un peu d'eau, un paquet de levure, ça coûte 4,5 piastres, ça dure des mois, des années. De la farine, on en a presque toujours chez soi, un peu de graisse au besoin, un peu d'eau, on touille, on attend quelques minutes et on a quelque chose qui est délicieux. Je vous en supplie, arrêtez de payer 30$ pour une pizza qui arrive toute dégoûtante dans une boîte en carton. C'est bien de le dire. Vous pouvez la faire dans votre four, bien cuite, bien grillée, bien sèche. Je vais ajouter ceci, puis parce que tu en parles, souvent, on va se faire livrer une méga grosse pizza du restaurant parce qu'on se dit, mon Dieu, mais j'en mangerais comme 4 pizzas tellement j'ai faim. Quand on fait une pizza maison, là, on peut se faire une pizza de 10 pouces et 3 personnes vont être satisfaites sur une seule pizza de 10 pouces parce que fait maison, les ingrédients sont meilleurs et on la garnit mieux et nécessairement, c'est plus nourrissant. Donc, oui, il y a une valeur là aussi parce qu'on peut se faire une plus petite pizza, quelque chose de plus modeste et quand même à manger à notre faim. Et on évite peut-être un certain gaspillage, définitivement. Oui, puis on peut mettre des bons fromages, on peut mettre des bonnes viandes froides, on peut mettre un paquet de trucs de fun. Des olives vertes. Ouais, on peut faire la totale. Bon, tu vois, c'est officiel, j'ai faim.
Ça y est. Moi aussi, j'ai faim, Alain. Je pense J'ai que... mangé. Alors, mettons fait à cet épisode tout de suite, Pascal. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Est-ce que tu remercies nos commanditaires? Tout à fait. Plan Hub, TELUS, Jura, le VPN CyberGhost, merci à vous. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue notre podcast. Claude Hébert, la mise en onde. Alain Mekena, on peut te lire partout, y compris dans InfoBref et dans Le Devoir et sur Internet, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Moi, c'est pascalforget.com. N'hésitez pas, on peut m'entendre à Radio-Canada aussi, si jamais vous en avez envie, à Côte-Nord et Gaspésie. Bonjour à vous. On se reparle la semaine prochaine, Alain. Oui, bon voyage en salut Pascal, Californie. bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine, les amis, en direct de Cupertino pour parler de casques de réalité virtuelle et d'Apple. Donc, abonnez-vous. On se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde.